C'est une génération qui est très très exposée à la sexualité, aux images autour de la sexualité surtout, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé en 20 ans. Entre ce que eux voient aujourd'hui et ce que je voyais moi à leur âge, il y a une grosse nuance. Je trouve que c'est intéressant de le poser comme ça, génération Q. Ouais. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue, très belle journée à tous. Je retrouve Nadia El-Bouga. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue clinicienne. Nous avons invité aujourd'hui le fameux docteur Capote. Bonjour docteur Capote. Bonjour. C'est pas votre vrai nom, docteur Capote? Non, c'est pas mon vrai nom, c'est un pseudo d'emprunt. C'est votre nom de scène? C'est un peu mon nom de scène, ouais, c'est mon nom pour écrire, surtout parce que je travaille pour une association qui est financée par la région et l'ARS, donc pour écrire sur mon métier, il me fallait un pseudo, sinon c'était un petit peu plus compliqué. Et quand êtes-vous devenu le docteur Capote? Il y a pas mal de temps, je sais pas, une dizaine d'années. Enfin, moi, je travaille. J'écris sous le pseudo Dr Capote, c'est une dizaine d'années, mais sinon, ça fait. Mais maintenant, il vous colle à la peau, hein, le Dr Capote, quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mes enfants en ont marre, mais le truc, ça fait pas très sérieux. Quand c'est pas docteur sexuel. Oui, voilà, quand c'est pas docteur sexuel, effectivement. Ouais. Non, ça fait 20 ans maintenant que je travaille dans les lycées, CFA, auprès des jeunes. J'interviens sur la thématique de la vie affective et sexuelle. Et, animateur de prévention, c'est ce qu'on dit. Animateur de prévention, ouais. Depuis 20 ans. Vous publiez un livre d'ailleurs qui s'appelle Génération Q, que Nadia montre à la caméra. On connaissait la génération X, la génération Y. C'est quoi cette fameuse génération Q dont vous nous parlez? C'est un peu un raccourci pour le titre, mais c'est une génération. Vous la définissez quand même. Oui, bien sûr. Ouais, c'est une génération qui est quand même, l'air de rien, qui est très très exposée effectivement à la sexualité, aux images autour de la sexualité surtout, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé en 20 ans, ne serait-ce que par les réseaux sociaux, les séries, les films. Enfin, entre ce que eux voient aujourd'hui et ce que je voyais moi à leur âge, forcément, il y a une grosse nuance. Et je trouve que c'est intéressant de le poser comme ça, génération Q, ouais. En gros, par an, vous rencontrez, vous dites 5000 ados, hein, entre 15 et 18 ans. Si vous faisiez une vidéo, parce que vous parlez justement des réseaux sociaux, tout ça, vous toucheriez des millions de personnes. En quoi est-ce que cette animation en présentiel est encore, selon vous, utile et importante? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le débat, c'est l'échange, c'est déconstruire avec eux et voir surtout un peu leur réaction par rapport au sujet qu'on peut aborder. Il y a énormément aujourd'hui de comptes Instagram, de youtubeurs, des tutos, il y a tout, enfin, voilà. Des tutos, ça manque pas, des choses très bien faites, très intéressantes. Du coup, mais je trouve que c'est complémentaire parce que c'est-à-dire qu'ils vont choper l'information. Après, qu'est-ce qu'ils en font, c'est toujours un petit peu difficile de le savoir. Comment ils échangent là-dessus. Et puis je trouve que l'idée du débat, on est de plus en plus derrière nos écrans tous finalement un petit peu seuls et finalement le débat en présentiel, je trouve que ça apporte du sens, ça a du sens. Vous êtes utile même si vous n'êtes pas rentable. Ouais, ça c'est la grande question de tous les travailleurs sociaux, c'est-à-dire qu'effectivement ce qu'on peut apporter, ça se calcule. Les points positifs se déterminent avec le temps, on va dire. Et il faut souvent du temps. Et aujourd'hui, on est quand même dans une société où on demande de la rentabilité immédiate. C'est pas le cas du travail social. On a rencontré la même chose avec l'hôpital pendant l'épidémie du Covid. C'est qu'on demande toujours une rentabilité très rapide sur des boulots qui ne le sont pas forcément, quoi. La saison, dites-vous, cette année, s'est terminée plus tôt que prévu. Pour en vous, mars, ouais. Hein, et donc vous avez testé un petit peu, vous avez changé de public, vous vous êtes intéressé à vos enfants. C'est une question parce que les parents se disent, c'est pas notre rôle finalement de parler de ça. Vous quand les enfants du docteur Capote, comment est-ce qu'ils ont réagi à votre soudaine intrusion à table ou en jouant à Sexploration? Ah oui, vous avez suivi. Oui. Parce que Nadia elle joue beaucoup à Sexploration. Je l'ai présenté ici d'ailleurs. Ah, il est très bien fait ce jeu. C'est un jeu. Oui, c'est très bien fait. Moi, ils ont un peu l'habitude de mes histoires. Je ramène un petit peu les histoires à la maison quand même et autant c'est marrant parce qu'on est dans quelque chose de très genré au final, très stéréotypé. Autant mes fils en ont ras-le-bol et ils se disent on n'a pas grand-chose à gagner avec cette histoire parce que je travaille beaucoup sur les violences faites aux femmes et forcément sur la masculinité dite toxique et je les ennuie un peu avec ça, je les fatigue. C'est votre mantra ça, un petit peu, la masculinité toxique. Ouais, un petit peu, ouais. Qui se retourne aussi contre eux, hein. Enfin on en parlera peut-être un petit peu après, on développera un peu, mais ma fille elle a tout compris, elle a tout à gagner, elle est jeune mais elle saute sur l'occasion pour effectivement avoir un père qui s'intéresse effectivement à son anatomie, à sa vie affective.
pas encore sexuelle, mais en tout cas peut-être en devenir. Et du coup, je trouve que ça, elle le prend plutôt bien, quoi. Et ils ont quel âge vos garçons alors ? 21, 16, et puis ma fille a 11 ans. Voilà, donc vous êtes des ados, des grands ados. Oui, c'est très large. On va dire. Ouais, c'est très large. Voilà, donc ils l'ont pris. Mais vous qui êtes un professionnel du sujet, finalement, quand vous vous retrouvez face à vos enfants, qu'est-ce que ça change dans la façon dont vous passez les messages ? Ah, c'est plus difficile en fait, faut reconnaître. Moi, je me rends compte, souvent on dit les parents devraient participer à l'éducation. Je pense que c'est plus facile quand on est extérieur. Il n'y a pas la dimension d'affect, il n'y a pas le fait de projeter des choses aussi par rapport à eux. Et puis quand on est ado, on n'a pas forcément envie de partager sa vie affective, voire sexuelle, avec ses parents, bien évidemment. Ouais. Donc la preuve, comme vous dites, c'est pas un truc des parents, la preuve. Non, je crois pas. Alors, on peut laisser la porte ouverte. C'est important que les enfants se rendent compte que s'ils sont en difficulté ou s'ils ont des questions, ils peuvent revenir de même vers nous. Voilà, que le sujet n'est pas tabou et qu'on peut l'aborder, mais je pense que c'est surtout qu'ils repèrent un petit peu comme je le fais dans les classes, finalement les structures ressources ou les personnes éventuellement sur qui s'appuyer pour des choses qu'ils n'ont pas envie de partager en direct avec leurs parents, quoi. Après, moi je pense là aussi, là où le rôle des parents reste tout de même important, c'est la transmission des valeurs. C'est-à-dire que vous avez parlé du respect, donc vous parlez beaucoup de respect donc dans la sexualité, dans les sexualités. Ça c'est une chose, les parents peuvent pas y échapper. Je veux dire, cette colonne vertébrale, elle est transmise par les parents, et s'il n'y a pas un discours des parents qui est inclusif, qui est dans le respect, ça s'invente pas. Sur la tolérance. Oui, sur la tolérance et sur l'ouverture, ça ne s'invente pas. Mais il y a 20 ans, quand vous avez commencé justement à parler, à faire des conférences, c'était des sujets qui existaient quasiment même pas. Si, mais on était sur quelque chose de beaucoup plus hygiéniste en fait. C'était vraiment l'épidémie du sida qui avait marqué, qui marquait surtout nos interventions, nos animations. On était souvent invités pour ça, pour parler effectivement du sida et des autres infections sexuellement transmissibles. Et très clairement, on était dans quelque chose de très très hygiéniste sur la capote, la protection, attention danger, etc. Les messages étaient voire même très anxiogènes. Et là aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On parle toujours bien évidemment du sida et des IST, mais on a élargi considérablement notre champ d'intervention et je trouve qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs qu'à cette époque, quoi. Ne serait-ce que sur le b.a.-ba anatomique. Oui, déjà, l'anatomie, c'est marrant parce que du coup hier on parlait du clitoris parce que je sais plus pourquoi, et ma fille écoutait, disait, c'est quoi le clitoris ? Bon, on lui expliquait quoi, et c'est vrai qu'il y a des parents qui pourraient dire à 11 ans, parler du clitoris c'est un peu n'importe quoi, mais effectivement il n'existe sur très peu de planches, l'air de rien, même si ça a beaucoup changé depuis 2 ans. Mais en même temps, c'est quand même une partie du corps, c'est une partie de son corps, et je vois pas pourquoi elle serait pas au courant de toutes les parties de son corps, quoi. Tout à fait. Le clitorus, comme vous a dit. C'est vrai, un jeune Pantin, ouais. C'était assez drôle ça. Ouais. Il voulait montrer aux autres qui connaissaient vraiment les choses, et il a dit c'est le clitorus. Il avait fait un mélange de clitoris et cunnilingus. C'était très drôle. Bon, autant le dire tout de suite, on a beaucoup aimé votre livre. Ouais. Comment est-ce que vous avez fait pour revoir votre logiciel et notamment la façon dont vous parlez en 20 ans ? Du coup... Parce que vous n'êtes pas le logiciel des gens de votre âge. Non, ouais. Je pense que ce boulot, on peut le faire correctement, à condition de s'interroger tout le temps, et surtout interroger sur ses représentations et sur les normes de société. Donc, moi, j'ai énormément évolué en 20 ans, j'ai beaucoup appris. Je pense que les jeunes m'ont autant appris que l'inverse. Et puis surtout, ce qui a changé pas mal de choses, c'est moi, je bosse beaucoup avec des femmes, puisque le travail social, c'est 80% féminin. Et puis à côté, mes chroniques, je les écris dans Cosette, qui est un journal féministe, et j'ai rencontré beaucoup de journalistes et d'intervenantes féministes, et c'est vrai qu'elles m'ont énormément appris sur m'interroger sur ma posture en tant qu'homme et la place que j'occupe dans cette société, et ça m'a amené à revoir beaucoup de choses, quoi, et positivement du coup, et d'être beaucoup plus inclusif dans mes en tant qu'homme blanc, cisgenre, hétérosexuel. Effectivement, ouais. Et du coup,
s'interroger sur cette place de privilégié, parce que c'est vrai que quelque part quand même les privilèges je les ai, et interroger ça et pouvoir écouter en face de moi des personnes qui sont discriminées, qui sont quand même assez nombreuses, hein, les femmes déjà, la moitié de la population, les personnes, les minorités de genre, les personnes bi ou homo et homo. Voilà, donc ça fait quand même énormément de gens qui sont discriminés dans leur santé sexuelle. Des personnes trans, effectivement. Donc du coup, et puis en plus de ça, on est aussi sur les questions autour des personnes racisées. Effectivement, comment on parle de la religion, par exemple, dans les interventions. Moi, avant, je suis athée, je suis un peu la génération Charlie Hebdo, entre guillemets, et j'avais un regard des fois un petit peu cynique par rapport à tout ça. Et ça aussi, j'ai changé le logiciel, quoi, parce que on peut pas faire comme si toute une partie de la population n'existait pas, quoi. Et le logiciel dont vous parlez, tout le monde n'a pas la capacité de s'adapter. Je prends une des phrases que même vous les avez, professionnels. Même les professionnels. Ouais. Je veux dire, quand vous avez une jeune qui dit à sa copine, la meuf, elle fait crari, qu'elle s'est faite bouille, mais c'est du mytho. Reverso, Google Translate. C'est ça le skate language. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois je leur fais répéter. Le skate park language. Oui, parce que de toute façon ils vont beaucoup plus vite que nous. Donc on a beau se dire tiens ça y est j'ai compris effectivement leur langage cette année et entre temps il a pu évoluer. Il y a rien de pire en plus quand c'est un adulte qui reprend, qui parle la manière, qui parle comme eux, ça marche pas. Donc du coup c'est comment on fait une espèce d'alchimie pour leur dire voilà j'ai compris, mais en même temps on peut le dire autrement. Donc voilà, c'est vrai que quelquefois il y a cette phrase-là elle m'avait marqué parce que c'est vrai que il fallait la décrypter quoi, il fallait un petit peu de temps pour la décrypter. Ouais. Ah oui, là, parce qu'on n'a pas Nadia va nous dire ce que ça veut dire en plus, Nadia, puisque vous avez Google tradé la phrase. Non, je vais laisser traduire Docteur Capote. Comment vous êtes elle fait crari, elle fait semblant, elle fait semblant de cette fête bouille, de cette fête d'avoir eu un rapport sexuel. Voilà. Mais dans le c'est fait bouille, il y a un côté elle s'est fait baiser. D'ailleurs, c'est un truc sur lequel on pourrait revenir. Le choix des mots, le choix des mots, c'est hyper important. Et c'est fait de bouille. Et puis après, je sais plus. C'est une mytho. Bon, c'est une mytho. Ça va, ça. Bon, alors le mytho, c'est le mytho, c'est très large. On a dépassé le cadre de la maladie psychiatrique. Oui. C'est vraiment très très large, quoi. Mais c'est vrai que le langage et la façon dont on parle aux jeunes a changé et que souvent les gens qui faisaient de la prévention, ils étaient à côté de la plaque, quoi. Oui, alors on l'a tous été, enfin on l'est tous à un moment ou à un autre. Il y a des fois dans des classes ça marche pas, quoi. On est à côté de la plaque, ça arrive, bien évidemment, en fonction de la dynamique de groupe, en fonction de nous déjà comment on s'est levé, dans quel état d'esprit on est. Quelquefois ça m'arrive moi aussi de bloquer avec des classes, puis ça marche pas, ça passe pas. Bon, c'est normal, c'est humain, quoi. Par contre, ce qui n'a pas changé dans le quel que soit en fait le vocabulaire et les variances du verlan et autres, ce qui n'a pas changé, c'est toujours comment dirais-je, l'arrière-fond dominant et patriarcal des messages. Par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle « J'irai cracher dans ta rhum ». Voilà, les jeunes savent ce que ça veut dire. Enfin, en utilisant ça, c'est un peu comme le nique ta mère. Le nique ta mère, il tombe pas du ciel. Je veux dire, ça c'est notre génération aussi. Ça a été d'ailleurs utilisé par un groupe de rap, c'est pas anodin. Mais voilà, d'ailleurs, rap, parlons-en. Vous dites que vous aimez le rap, vous aimez le rap, mais pour autant, vous pointez quand même les propos qui sont sexistes, ils sont même rabaissants pour les femmes. Vous citez d'ailleurs Booba, vous citez son acolyte Caris, voilà. Ouais. Ouais, alors ça c'est on m'a dit il y a pas très longtemps, on m'a dit oui, mais en fait on cible souvent le rap alors que Michel Sardou, etc. Je dis ouais, enfin les jeunes ils n'écoutent pas Michel Sardou, donc du coup pourquoi aller chercher ce qui se passait avant. Alors, c'est vrai qu'il y a dans le rap il y a des propos sexistes, des propos violents. Le rap est intéressant, c'est aussi une posture, mais ce qui est intéressant c'est pas forcément d'aller critiquer le rap, c'est surtout d'amener un esprit critique par rapport au texte et qu'à un moment donné qu'on se rende compte que tout ça c'est pas gratuit, que l'air de rien ces messages ils s'inscrivent au quotidien
dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on intègre, et que l'air de rien, ça ressort dans les discussions. Et Sardou, c'est aux adultes à revenir sur ses paroles et à critiquer. Après, effectivement, les jeunes écoutent plutôt du rap. Voilà, et aujourd'hui, nous avons invité le docteur Capote, animateur de prévention dans les collèges et lycées depuis bientôt 20 ans. Vous parlez de vie affective et de sexualité aux lycéens et aux apprentis aussi d'Île-de-France. Et moi, je vous ai découvert en lisant Géo, vous voyez. Géo-ado. Géo-ado, je ne disais pas Cosette. Vous publiez un livre qui est la compilation des chroniques que vous écrivez pour Cosette. Ça s'appelle Génération Q. Vous dites que finalement votre métier a beaucoup changé en 20 ans. Vous, quelle est votre méthode en animation? Comment est-ce que vous arrivez à, sur un sujet comme la sexualité, comment est-ce que vous arrivez à établir le pont avec les jeunes, avec les ados? Déjà ils sont au courant de notre venue, donc ils sont au courant du sujet. Donc déjà, oui, toujours. Ouais. Donc ils ont quand même. Après, on est présenté différemment suivant sur la sensibilité du proviseur, des profs, de l'infirmière. Parce que vous dites, je parle à des ados, mais je suis invité par des adultes. Oui, c'est vrai. En général, c'est l'établissement qui choisit de mettre en place des animations de vie affective et sexuelle. Donc des fois, on est présenté, c'est uniquement le sida. Donc du coup, là, on a compris qu'on était sur quelque chose d'hygiéniste. Donc c'est pas ce qu'on va faire, mais je trouve que cette manière de nous présenter, elle en dit long souvent sur les tabous de l'établissement, sur le sujet, jusqu'où on pousse les choses, etc. Et puis donc ils sont au courant quand même de notre venue, avec plus ou moins de bonheur. Beaucoup disent ouais encore, parce qu'ils ont l'impression d'avoir eu beaucoup d'informations sur le sujet. Et puis au final, l'idée c'est un petit peu de les embarquer avec nous. Donc moi j'utilise beaucoup l'actualité. Donc il suffit la veille ou dans la semaine quelque chose. Je prends un exemple tout bête, la fameuse couve de l'équipe où il y avait deux sportifs qui s'embrassaient en couve, qui avaient fait quand même beaucoup qui avait amené beaucoup de débats. Je l'avais projeté en très jeune. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous l'avez vu? Vous êtes au courant de cette histoire? Donc on a débattu tout de suite effectivement là-dessus. Donc on était dans l'actu et en même temps dans le sujet, quoi. Et puis j'utilise quand même pas mal de vidéos, d'extraits de films, de choses assez visuelles, parce que finalement je projette pas mal, parce qu'ils aiment quand même bien les choses très visuelles, c'est leur génération, quoi. C'est ça, oui. Mais parfois on vous appelle aussi comme pompier pour éteindre le feu d'un événement. Ouais, ça c'est toujours un petit peu. On n'est pas très fan de la chose, c'est clair. Je pense si on nous dit voilà, vous tombez bien, je prends l'exemple tout bête, vous tombez bien, il y a eu 3 jeunes incarcérés parce qu'il y a eu un viol dans l'établissement. C'est pas notre job, quoi. Je pense qu'il faut que les choses se passent. On vient en amont, on fait de la prévention. En général, là, les jeunes sont dans quelque chose d'un petit peu réactif, assez dur. Moi, je l'avais vécu à l'époque. La première fois que j'ai vécu ça, c'était à Vitry, après l'assassinat le féminicide de Sohan Benziad, donc qui avait été brûlée vive quand même par son ex ou je sais plus. C'était un mec qui avait des vues sur elle, mais elle répondait pas à ses avances. Et je me souviens, 3 semaines après, je me suis retrouvé dans une classe où les jeunes avaient défendu bec et ongle l'assassin. Assassin présumé à ce moment-là, parce que il n'était pas encore jugé, mais j'avais trouvé ça hyper violent en fait. C'était pas qu'une posture, ça avait vraiment duré. Et parce qu'avec les ados, on peut avoir aussi une forme de posture des fois un peu de provocation, mais là, ça avait vraiment duré. C'était très violent. Et j'avais senti cette solidarité entre mecs qui était très forte, très patriarcale, et là, je me suis dit, c'était pas le bon endroit, parce qu'ils étaient encore dans la réactivité, dans l'émotion par rapport à l'événement. Et je pense que voilà, ces genres d'endroits, il faut venir 6 mois, 1 an après, et que des choses soient reprises. Pas à chaud, ouais. Est-ce qu'il y a des sujets que les ados refusent d'aborder, ou ils peuvent parler de tout? Alors c'est marrant parce que des fois il y a des classes qui me disent ouais, on va pas parler de ça parce que c'est un peu tabou, ou ils vont parler de religion, ils vont parler d'autres choses en disant non, on peut pas en parler. Et puis finalement on leur dit bon, ok, très bien, on va parler juste de la relation à l'autre, ça vous va? Et puis au final en fait une demi-heure après ils ont tout oublié et là c'est parti, ils peuvent poser des questions très très trash. C'est très aléatoire selon les classes en fait. Dire les ados finalement, c'est comme dire les adultes. Il y a ça essentialise, mais c'est pas du tout. Ouais, il y a une pluralité, de personnalités, de dynamique de groupe. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Donc c'est très aléatoire, mais franchement. Mais vous constatez pas qu'il y a des sujets qui sont quasiment aujourd'hui qu'on peut pas aborder?
Non, j'ai pas vraiment l'impression d'un sujet. Alors, il y a des sujets qui amènent plus de polémiques et de débats. L'homosexualité, par exemple, ça Toujours. reste quand même un sujet assez chaud. L'homosexualité masculine. Masculine, ouais, essentiellement. Ouais. Alors, féminine, on en parle très peu. Elle est invisibilisée, en fait. Oui. Toujours ouais, toujours. Ouais. Ouais, parce que quand vous citez l'homosexualité et les problématiques que vous avez rencontrées, c'est essentiellement l'homosexualité masculine. C'est vrai. C'est vrai, l'homosexualité féminine, elle est invisibilisée, on en parle très peu, ou alors en aparté à la fin, des filles qui viennent nous voir, nous poser des questions, mais rarement devant tout le monde. Et puis l'homosexualité masculine, ben forcément, on revient toujours à cette histoire très patriarcale du bonhomme, du mec, et qui doit être forcément hétérosexuel pour grandir dans cette société et être un vrai mâle d'aujourd'hui, quoi. Avec toujours cette idée que l'homo mec est forcément un petit côté un peu féminisé et donc n'est pas un vrai mec, quoi. Ça reste. Et puis ce qui perdure aussi, c'est pas banalisé parce qu'on a l'impression que les nouvelles générations elles acceptent plus facilement ou finalement que ça serait presque pas normalisé, mais voilà, qu'aujourd'hui ça serait presque même tendance, hein. Alors, les choses ont évolué. On a quand même des jeunes qui nous parlent de non-binarité, des jeunes qui vont parler de transidentité, de fluidité. Ouais, de fluidité. Donc effectivement, les choses elles évoluent. Mais c'est pas partout. Ça dépend des dynamiques de groupe, ça dépend des classes. Moi, je me souviens d'un jeune trans qui était dans une classe qui avait beaucoup parlé et qui était dans une classe très bienveillante vis-à-vis de lui. On avait parlé. Je lui ai dit bon, effectivement, après l'année d'après, tu sais pas comment ça va se passer. Hein. J'ai lui, bien évidemment, parce qu'il était se considérait effectivement comme un garçon qui était assigné féminin à la naissance, hein. Et l'année prochaine, tu sais pas, peut-être qu'il sera dans une classe qui sera peut-être plus dure sur le sujet, c'est jamais vraiment gagné, quoi. Et ça dépend aussi des équipes pédagogiques. C'est-à-dire que quand dans un établissement, vous avez une équipe où il y a justement cet accompagnement et en tout cas des règles qui sont posées et une personne identifiée comme référente sur les questions transgenres et d'orientation sexuelle, et bien du coup il y a une ouverture, je trouve, en tout cas il y a la possibilité de parler de façon plus posée de ces questions-là par rapport aux établissements où déjà la sexualité, parler de sexualité, c'est même pas envisageable, et encore moins poser des mots. Donc je ne sais pas si vous le ressentez quand vous allez dans un établissement où vous avez une personne qui est une personne ou une équipe où ces questions sont déjà abordées de différents, je sais pas, à travers le cours de bio, ou en tout cas repérées comme référentes. Oui, quand il y a un vrai projet de santé, même de santé globale, pas forcément sexuelle, hein, mais de santé dans les établissements scolaires qui sont portés souvent par les infirmières, assistantes sociales, mais aussi ça peut être la CPE, ça peut être un groupe de profs. Tout de suite, ça change la donne, hein, très clairement, bien sûr. Il y a des lycées où on sent il y a un réel engagement des profs, de l'équipe pédagogique, avec le sujet est transversal, il peut être abordé dans toutes les matières. Et là, ça change bien évidemment les choses, ça évolue. Il y a un collège de Bondy, moi je vais un petit peu régulièrement, j'avais été invité par la CPE pour faire des animations avec les jeunes qui travaillent sur l'égalité filles-garçons et qui font des films par exemple pendant toute l'année, c'est un vrai programme. Bon, on sent la différence dans leur relation, il y a déjà des choses qui se déconstruisent, il y a des questions qui sont posées. Et surtout, ils apportent leur propre réponse, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'empowerment, comme on dit, des jeunes, c'est-à-dire qu'ils prennent les choses en main et ils deviennent acteurs en fait de tout ça. C'est ça. Donc là, vous touchez un point qui est important, c'est-à-dire qu'effectivement, convoquer des animateurs pour des séances d'éducation sexuelle, c'est une chose, mais avoir vraiment une politique plus globale sur ce sujet-là, c'est pas de mal à veille encore que c'est pas mis en place partout. Oui, voilà, c'est pas mis en place de partout. C'est très aléatoire, souvent les engagements des établissements. Mais pourtant, c'est tellement important, ce qu'il faut pas bloquer sur l'homosexuel. Ça touche tellement de choses au niveau social, en fait. Au final, la santé sexuelle, c'est tellement, c'est notre identité. Quelle définition vous donnez justement vous de la santé sexuelle? Bon, celle de l'OMS est plutôt pas mal, hein. Je l'ai pas en tête, je la connais pas par cœur, mais je trouve qu'elle est très large parce qu'elle donne effectivement cette idée de, elle parle de plaisir, ce qui est quand même pas mal, qu'il y ait une institution qui parle de plaisir, qu'on parle pas que de prise de risque, que la santé sexuelle c'est pas uniquement une réponse aux infections sexuellement transmissibles et aux grossesses non désirées, non voulues, non souhaitées. Voilà, ouais. Donc du coup, ça c'est quand même important de parler de plaisir. Elle parle de positif,
de quelque chose de positif, donc de non discriminant en fonction de tout un tas de facteurs, et elle met dans les facteurs effectivement juridiques, social, religieux, c'est vrai que les gens puissent s'épanouir dans leur sexualité et dans leur vie amoureuse affective, sans discrimination, donc quelle que soit leur orientation sexuelle, leur identité de genre, l'expression de ce genre, enfin etc. Donc je trouve que être le plus inclusif possible, c'est quelque chose de, c'est tout bénef d'un point de vue social en fait. Pour le coup, c'est une vraie répercussion sur le vivre ensemble. C'est ça, et enfin ce que me semble-t-il, les jeunes ont besoin aussi d'entendre et de comprendre, c'est que ce n'est pas parce que il est parlé de différentes orientations sexuelles ou des différents genres que finalement vous êtes là pour leur imposer une pensée ou des pratiques. Et ça, je pense qu'il est bon de le rappeler, et il est bon de le rappeler aux parents. Parce que le blocage vient aussi des parents, parce qu'il y a quand même cette crainte, justifiée ou pas, mais il y a cette crainte en tout cas d'un formatage ou si vous voulez d'amener en fait une idéologie derrière ces animations qui portent clair. Sur la question sexuelle. Ouais, c'est clair, hein. Le mot genre par exemple il a fait très peur, c'est que ces dernières années, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la théorie du genre, où d'un seul coup on allait transformer leur petite fille en petit garçon. Qui n'existe pas, si dit en passant sociologiquement, mais bon ça c'est encore un autre débat. Oui. Qui n'existe pas, et puis surtout qui n'est pas du tout ce qu'on fait, ce qu'on aborde, simplement on aborde la pluralité effectivement des situations, sachant que moi je leur dis souvent, la grande majorité d'entre vous est hétérosexuelle bien sûr. Vous avez le droit d'être hétérosexuel, et c'est plutôt je trouve que c'est, mais en même temps visibiliser les autres personnes, c'est aussi les rendre, leur permettre d'exister quoi, et de pas centrer uniquement sur toujours effectivement sortir cette binarité homme-femme aussi, c'est important. Enfin voilà, donc oui, les parents ont un peu peur de ça parce qu'on leur en a pas parlé en fait aussi à eux. Donc au final ils se disent ça a été vite pour vous, les professionnels sur le terrain, ça a été vite pour la société aussi, ça a été vite pour les parents. Bah oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire aussi des réunions peut-être pédagogiques de préparation avec les parents. Avec les parents. Et quand on en fait, souvent ça se passe plutôt bien. Ils sont très surpris. Moi, j'en ai fait quelques-unes. Ils sont très surpris par ce qu'on aborde en fait. Ils s'attendaient pas du tout à ça. Ils s'attendaient limite, on allait parler porno pendant 2 heures avec leurs enfants. D'ailleurs, ils nous ont pas attendus pour en parler déjà. Comme vous dites, parler de sexualité, c'est pas parler de cul. Pardon de. Non. Bah oui, mais pour beaucoup de gens, c'est ça que ça veut dire aussi. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Puis il y a cette peur aussi de quelque chose qui échappe. Les parents essaient toujours d'avoir une image un petit peu lissée de leur enfant. Et la sexualité, je travaille aussi sur les drogues, sur la prise de produits, les réductions des risques. C'est pareil, il y a plein de parents qui n'imaginent pas une seule seconde que leur gamin fume des gros bédos à 8h du matin avant d'aller au lycée, quoi. Et on parlait de genre, mais vous constatez également que les jeunes filles aujourd'hui, c'est des bonhommes. Bah certaines, pas toutes, mais certaines se disent bonhommes ou on les appelle bonhommes parce que si elles viennent sur le territoire du masculin, dans l'expression du genre, mais dans le choix des mots surtout. Enfin, c'est. Oui, ça peut être une manière de s'intégrer à un groupe. Je m'en bats les couilles, pour être, disons les mots tels qu'ils sont. Ouais, effectivement. Donc c'est aussi s'intégrer à un groupe. Donc sur le versant masculin, certaines filles, par exemple, je suis seule fille dans un CFA mécanique auto, pas facile. Donc je vais prendre les codes masculins parce que c'est pas facile d'être uniquement. Alors, moi, je trouve que c'est assez intéressant de se dire, finalement, il n'y a pas de code. On peut prendre du masculin, du féminin. Sauf que souvent, ça va être plutôt dans ce sens-là. L'expression du genre, elle va être un petit peu acceptée du féminin vers le masculin, parce que l'inverse, si le masculin vient, du dominant. Voilà, oui, vient sur le terrain du féminin. Nadia, vous, si vous aviez à le dire, vous diriez quoi, vous? Si vous deviez vous battre quelque chose, vous battez quoi? Ah, moi, je me bats les ovaires, oui, effectivement. Mais non, mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Je crois même que je vous ai entendu le dire récemment. Oui, exactement, voilà. J'ai vu tout le monde effondré. Voilà, non, mais c'est pas là, possible. J'ai eu un grand moment de solitude, là, j'ai dit.
Voilà. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que les mots, les mots ne tombent pas de Mars et Vénus, n'est-ce pas, ils sont bien terrestres et ils sont la représentation de ce qu'on vit sociétalement et sociologiquement. Donc, évidemment, si le dominant est masculin et que on identifie le pouvoir de ce côté-là, on va prendre les codes de celui qui a le pouvoir. Et on comprend très vite que si on sort de ces codes-là, en fait, on est exclu, ou on est critiqué, ou on est moqué. Et ça se fait très facilement chez les jeunes. Parler de sexualité avec les jeunes, le docteur Capote est notre invité, animateur de prévention dans les collèges et les lycées. Vous publiez Génération Q, c'est la compilation de vos meilleures chroniques dans le journal Cosette. D'ailleurs, vous auriez pu faire des chroniques cuisine. Vous aimez bien tout ce qui tourne autour de la vapeur. Donc, vous avez le concept de Q-vapeur et le concept de ado-cuiseur. Des ado-cuiseurs. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un ado-cuiseur et qu'est-ce qui vous a amené à penser ce concept-là ? Et c'est la société d'ailleurs qui est interrogée là. Oui. Alors la ado-cuiseur, je me souviens plus trop, mais Q-vapeur, je me souviens bien ce texte parce que c'est ça, c'est une espèce de pression, une chape de plomb au-dessus un petit peu des ados qui sont en pleine période au niveau hormonal, qui ont envie de se rencontrer, qui ont envie de partager effectivement des choses, qui ont envie de partager leur fluide dans tous les sens du terme, et en même temps on va mettre beaucoup de tabous au-dessus de tout ça, et voilà, tout ça va bouillir, et puis à un moment donné ça peut péter, et je pense que plus effectivement il y a de tabous et plus on maintient ça sous pression, plus ça peut effectivement, avec le temps, ça peut exploser, quoi. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment comme le système de vapeur en fait. Ah, c'est ça, c'est la cocotte minute. Oui. Les ados que vous côtoyez, vous en côtoyez beaucoup, derrière toutes ces questions, derrière tous ces propos qui sont trash pour beaucoup, ne se cache pas une recherche d'amour, de sentiments, parce qu'on sait qu'il y a tout ce chamboulement et psychique et hormonal que vivent les ados, ces histoires d'amour, parce qu'on a tendance à oublier, mais ils sont en plein questionnement, pour certains même, ils se projettent dans une vie à deux. Tout ça, est-ce que ça ne ressort pas dans les séances ? Si, ça ressort un petit peu, mais la particularité, c'est que moi j'interviens en groupe. Et parler d'amour face au groupe, c'est pas facile. Et c'est là où on sent la pression du groupe et la pression sociale. Et c'est vrai que dès qu'on aborde un peu le sujet de l'amour, ils vont se moquer un peu les uns des autres, ce qu'on faisait déjà, c'est pas neuf. Oui. Et c'est vrai que du coup, je pense que ça intervient plus quand ils viennent après nos animations, par exemple voir l'infirmière en solo, où là ils vont parler peut-être d'histoire de leur couple, ou des vues qu'ils ont sur une fille ou un garçon, et donc ils vont peut-être parler plus concrètement de l'amour, plus directement qu'en groupe, quoi. C'est plus difficile. Alors après, il y a des filles des fois qui lâchent des choses, ils disent oui, lui il fait un peu mais en même temps je sais que c'est un gros lover, quand il est avec sa copine il est à fond, enfin voilà. Donc l'amour est présent, mais c'est vrai que face au groupe c'est difficile de le revendiquer en fait. D'ailleurs vous citez un petit événement avec le beau gosse du lycée. Donc vous étiez présent lors d'une intervention prévention, et il y a le fameux beau gosse du lycée qui se pointe, et que tout le monde suit parce que tout le monde va réagir de la même façon que lui. Et à un moment donné, il y a une question sur le consentement. Enfin, vous la posez pas comme ça en tout cas, vous le questionnez, c'est un jeu, c'est ça, c'est un jeu qui est mis en place, et vous mettez des tapis au sol. J'accepte moyennement, et j'accepte pas. C'est ça. Et donc il y avait une question moi j'ai envie d'avoir une relation avec ma copine, ma copine ne veut pas, et mais je pousse quand même à ce que la relation se fasse. Et là, vous êtes surpris par la réaction du fameux BG qui a une posture au début de mais bon, à un moment donné, elle finira quand même par céder. Et en fin de compte, il prend conscience avec votre échange que finalement, il l'a forcée, qu'elle avait peut-être pas envie, et que finalement, c'était un comportement
comment dirais-je, d'agression sexuelle. Et là, vous le surprenez, il parle à haute voix en disant finalement j'ai été con. Enfin, c'est voilà une phrase de ce type. Il se rend compte qu'il était agresseur en fait. Ces situations-là et c'est vrai que on le sent bien. Enfin, il y a effectivement des oppresseurs et des personnes très violentes qui le sont réellement. Puis il y en a d'autres qui sont dans des questionnements et cette question du consentement, elle doit se poser très jeune, en fait, très tôt, pour que vraiment ils aient en tête cette idée de comment je respecte l'autre, comment je respecte le temps qu'il faut à cette personne aussi pour accepter ou avoir envie de certaines choses, comment j'écoute le désir de l'autre, mais pas uniquement le mien. Tout ça, c'est un apprentissage. C'est pas si facile que ça. À un âge où on peut être débordé des fois par effectivement ses désirs, la pression du groupe. Et donc du coup, je trouve que c'est intéressant qu'à haute voix comme ça, effectivement devant les autres, il se questionne sur ses postures passées et où il s'est rendu compte qu'il a pu agresser. D'ailleurs, vous leur faites faire un exercice en leur demandant d'être scénaristes d'une soirée. Voilà, on va manger où? Au KFC, pas au KFC, au kebab, et puis voilà. Jeu de rôle où vous voulez. C'est un jeu de rôle. Vous le mettez en situation ouais. là, et là finalement, faut expliquer aux gens ce qui se passe. Bah, c'était tendu, c'est-à-dire que voilà, il se draguait, en fin de soirée, il partait dans l'appartement, je crois que c'est la fille qui l'invitait dans son appartement. C'est elle, à prendre un café. À prendre un café, donc ils montent les escaliers ensemble, et puis là ça commence à chauffer un peu. Et alors? Et moi je leur demandais, oui alors, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis à un moment donné, j'ai joué le rôle effectivement de la fille en disant, finalement, on va s'arrêter là, parce que voilà, j'ai besoin de temps, et puis on se reverra peut-être, et puis bon, bah bonne soirée. Et là, donc on est dans l'escalier, et tout s'arrête là, quoi. Avec une montée en puissance des fantasmes. Et là, vous devenez l'allumeuse, chauffeuse, qui finalement demandait que ça et qui l'a cherché. Voilà. Grand classique. Ouais, le grand classique, même chez les adultes, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Et cette difficulté de se dire, non, les choses peuvent changer. C'est-à-dire que le consentement, il est jamais définitif. Chaque seconde, il peut évoluer suivant la situation, suivant ce qui se passe dans ma tête, suivant ce que j'éprouve. Que ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, qui est pas facile. On peut l'entendre, on peut dire, ouais, c'est pas facile, mais tu dois l'accepter. Et là, comme en plus il y avait le groupe, donc ils sont montés en puissance ensemble. Et c'était genre, là, voilà, oui, c'était effectivement la salope qui avait tout provoqué. Et il n'était pas question de s'arrêter là. Donc on allait basculer dans quelque chose de violent et dans une agression. Et là, je pense que c'est important de mettre des mots, de parler effectivement d'agression, de parler de viol, parce qu'un rapport non consenti, c'est un viol, et c'est bien de le rappeler, et de dire qu'à ce moment-là, l'histoire, elle peut basculer entre la drague un peu lourde à un viol. Et c'est carrément pas la même chose. Mais la question du consentement, aujourd'hui, c'est une question qui est récurrente. Mais qu'est-ce qui vous a amené, vous, à revoir votre copie dans la façon dont vous la traitez, cette question du consentement ? Quand j'ai commencé à m'interroger, entre autres, sur l'identité de genre, l'expression du genre, et donc les stéréotypes de genre qui sont quand même très présents dans notre société, c'est quel message on nous envoie très jeune. Et l'air de rien, cette injonction à la virilité, pour faire court, mais cette masculinité dite toxique, où on fabrique du mâle dominant, en fait, qui doit tout posséder, dont en plus le corps des femmes. Du coup, ça génère effectivement des questionnements au moment du consentement. Et qu'est-ce qui fait aussi la question, c'est qu'est-ce qui fait aussi que certaines filles, dans cette relation, alors pour le coup là on est sur quelque chose sur un rapport hétérosexuel, certaines filles n'arrivaient pas à effectivement à prononcer ce nom ou être en difficulté par rapport au consentement. C'est aussi que dans les stéréotypes de genre, on génère de la vulnérabilité, et surtout on leur explique que une fille elle doit être gentille et se taire et accepter, quoi. Et donc si on travaille en travaillant là-dessus, forcément on travaille sur le consentement et surtout tous ces mécanismes qui amènent à cette attitude-là au moment de la relation. D'ailleurs, le consentement, la question du consentement, vous l'incluez dans vos 3C ? Oui, connaître... j'ai pas fait d'animation depuis 4 mois, donc faut que je me remette dedans. Connaître ses limites et ses désirs, ça c'est intéressant, parce que du coup, les communiquer, ça suffit. Il y a les slides qui repassent dans sa tête, là. 3C, qu'est-ce que c'est ? Comment parler, comment communiquer, effectivement. Parce qu'il le fait de façon fluide, là je lui demande le côté technique, forcément. Parce que vous êtes dur. Et donc s'assurer du consentement. Voilà. Les 3C. D'autres outils d'ailleurs que vous utilisez, alors pas sur scène, mais en animation, notamment pour les questions de genre, Nadia. Oui, vous utilisez la licorne du genre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ?
Les licornes du genre, je l'utilise dès le début de l'animation. Ça permet de tout de suite d'inclure tout le monde en fait. Oui. Donc je parle de l'identité de genre, qu'effectivement c'est intéressant de les questionner là-dessus. On peut se sentir garçon, fille, ou d'autres effectivement vont parler de fluidité, de non-binarité. Ou ni l'un ni l'autre et ni être l'un ni l'autre, entre les deux, oui. Ils n'ont pas du tout envie d'être étiquetés en fait. Les questions se posent beaucoup. D'ailleurs, je crois qu'on est en train d'enlever le sexe d'assignation des cartes d'identité là aux Pays-Bas, je crois. J'ai lu ça hier. Donc c'est des questions qui se posent beaucoup et qui sont assez intéressantes parce que finalement, est-ce que ce sexe d'assignation nous enferme pas dans ce qu'on appelle l'expression du genre? C'est là où je travaille aussi là-dessus. Et comment ça s'exprime? Et ça, en général, ils aiment bien parce que comment on exprime notre genre, comment on s'habille, quels sont les cheveux, quelle couleur on choisit. Enfin, les exemples sont très larges. Et puis on a au milieu de tout ça des exemples de personnes qui vont bousculer ces expressions du genre. Dernièrement, c'était Bilal Hassani. Moi, j'adorais ça, travailler avec les jeunes, parce que tout de suite, c'était Bilal Hassani. Il y en a qui me disaient mais il n'est pas marocain, il sera plus jamais marocain. Ce mec, il se déguise en fille, c'est scandaleux pour le Maroc, etc. Bilal Hassani, il n'est pas marocain, il est français, il est né en France. Donc déjà, ça permet aussi de travailler sur où on se situe dans les origines, pourquoi, comment, à quoi on renvoie. D'un seul coup, il devenait marocain et il fallait le virer. Donc du coup, ça, c'était assez intéressant de travailler là-dessus, sur l'expression du genre et les personnes qui viennent bousculer ça, en fait, et pourquoi elles le font. Et puis derrière, travailler sur les différentes orientations sexuelles, et puis sur effectivement les personnes trans, les personnes intersexes. Donc ça permet effectivement d'aborder tout le panel des personnalités et des vécus surtout. Quoi. Quelles sont les questions qui reviennent le plus sur la licorne du genre? Ou en général, ou les questions qu'on vous pose le plus en animation, Dr Capote? Finalement, on va être souvent dans des questions des fois très concrètes au niveau de la relation sexuelle. C'est pour ça que moi j'ai mis en place la licorne du genre, les stéréotypes de genre, le consentement, parce que au début je faisais des petits papiers. Je leur demandais d'écrire des questions sur le papier, mais c'était toujours très très rapide. Et je trouvais qu'il manquait une étape. Il y avait des questions très directes sur la fellation, sur la sodomie, sur plein de choses. Alors est-ce que ça fait grossir les fesses ou pas? Ça, c'est une grande question. Est-ce que vous avez 2 minutes 25 pour nous le dire ou est-ce qu'on le saura au cours d'une prochaine émission? Je reviendrai le mois prochain. Non, ça fait pas grossir les fesses. Enfin, du moins, je sais pas. Enfin, j'en sais rien pour le. Non, mais c'est une question qu'on vous a posée. Ou des questions qui reviennent assez souvent du style. Est-ce que je peux tomber enceinte avec une sodomie? Ça, il y a des parents qui vont tomber derrière leur poste, mais c'est des questions que vos ados posent sur des feuilles quand c'est en anonyme. Enfin, je veux dire, il faut prendre conscience de ça. Les animateurs se coltinent ces questions. Quand vous dites vos ados, est-ce que vous avez des noms, Nadia? Non, vos ados. Nos ados. Ah bon? Non, nous tous. Enfin, c'est la réalité. Pas les nôtres. Non, parce que Dr Capote l'a très bien dit d'entrée d'émission, c'est qu'effectivement, il y a encore ce fantasme des parents non, moi, mon enfant, il est loin de tout ça. Il est pas. Rappelez-vous, on a déjà fait une émission avec Ovidie où on a parlé de l'accès à la pornographie, qui se fait de plus en plus tôt. Donc, soyez réalistes. C'est vous qui êtes en retard. Mais eux, en fait, ils ont accès à des choses dont les parents n'ont même pas un soupçon d'existence. Mais c'est surtout derrière l'histoire des fesses, c'est surtout l'idée d'essayer de repérer celles ou ceux qui ont déjà eu des rapports. Elle marche comme ça, c'est que ça y est, c'est fait. Si on mesure l'écart entre ces deux cuisses, on a la réponse. On a la réponse, il y avait ça, il y avait les fesses, il y avait tout un tas d'attitudes. Et l'idée, c'est de savoir qui l'a fait ou qui ne l'a pas fait. Quoi. C'est... Comment est-ce que je peux repérer visuellement ceux qui sont passés à l'acte ou pas, en fait? La ce préoccupation, grand moment du passage à l'acte, comment il se traduit dans les postures corporelles. Quoi. Donc, on entend énormément de choses. Effectivement. Bon, Docteur Capote, vous distribuez toujours des préservatifs à la fin de vos interventions? Toujours, d'accord. Toujours, parce que c'est important, je pense, de Qu'est-ce qu'ils en font, les ados? Alors, ils en font ce qu'ils veulent. Ça peut être. Vrai, ma question était un peu. Des ballons d'eau. Il y en a qui, effectivement, on en retrouve dans les couloirs des ballons, un grand classique finalement des bahuts. Moi, je leur dis souvent. Ou ces 2 capotes que je vous donne, je ne peux pas en donner plus, elles peuvent vous servir aussi pour vous entraîner à les poser, parce que c'est pas si facile que ça, et que le jour J, on peut être un petit peu tendu et en difficulté tendu, il vaut mieux pour mettre une capote, mais on peut être un peu en difficulté au moment de la poser, donc s'entraîner un peu, c'est pas mal. Et puis, je suppose qu'ils utilisent. J'avais croisé un jeune une fois un feu à côté de moi en scooter, il s'était arrêté, je vous reconnais parce que vous étiez venu dans votre lycée, vous avez donné des capotes. Je dis, tu les as utilisées?
Il me dit, ouais, évidemment, vous n'en avez pas d'autres. Voilà, bon. Première rencontre avec le docteur Capote. Nadia, vous remontrez son livre. Voilà, ses chroniques. Donc, ça s'appelle Génération Q Chronique. Merci, docteur Capote, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Nadia, à la semaine prochaine. Et puis, vous pouvez revoir l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM, réécouter le podcast sur beurrefm.net. Très belle journée santé sur Beurre FM.